Je crois que c'est une initiative heureuse. C'est une initiative heureuse parce qu'effectivement, elle démontre que des gens aujourd'hui se souviennent de la situation antérieure. Et il est bon aussi que la mémoire collective soit stimulée de temps à autre. Il ne suffit pas de tenir des cérémonies sur les plages du débarquement en Normandie ou sur la place Rouge plus récemment. Il est bon aussi que des initiatives non militaires, civiles, qui ont profondément changé notre façon de vivre en Europe, elles aussi méritent d'être célébrées. Et je trouve que c'est une initiative qu'il faut saluer de la part de ces municipalités frontalières. Ces accords de Schengen. Ces accords de Schengen étaient signés entre les trois pays du Benelux, l'Allemagne et la France. C'était une espèce de, de laboratoire d'essai de la construction européenne, puisque c'était hors Union européenne, hors communauté européenne à l'époque. Et ce jour-là, effectivement, les ministres délégués et secrétaires d'État de ces 6 pays ont signé à quelques encablures d'ici même, à bord du bateau mouche qui s'appelait le Marie Astrid, du nom de la princesse luxembourgeoise, ont signé ces accords de façon assez simple finalement. Il n'y avait pas un grand protocole. Et on parle d'un événement qui est passé à peu près inaperçu, il y a 25 ans, pratiquement jour pour jour. C'était un événement assez émouvant parce que les gens qui étaient là, pour la plupart, savaient exactement ce qu'ils faisaient et ce qu'ils signaient. Et c'était émouvant parce qu'on se disait qu'au fond, l'une des vertus, l'une des libertés, l'un des idéaux fondamentaux de la construction européenne allait voir le jour. D'ailleurs, je suis persuadé que si dans les chancelleries, dans les centres de pouvoir réels, on avait réellement compris ce que signifiaient les accords de Schengen, eh bien il y aurait eu ici des chefs d'État et de gouvernement et non pas de simples secrétaires d'État ou ministres délégués aux affaires européennes. Les gens de l'époque, pour la France par exemple, c'était Catherine Lalumière en 1985 et Édith Cresson, pas encore Premier ministre, en 1990. Et puis on peut aussi se souvenir probablement de ceux, pour le Luxembourg par exemple, Georges Wolfart ou Robert Goebbels, toujours député européen au moment où nous parlons. Il y a une volonté commune effectivement de responsables politiques et de fonctionnaires des 5 États signataires à l'origine, qui était de faire avancer les choses. Voyant que l'on n'arrivait pas au niveau européen à avancer, ils se sont dit « tentons une expérience à quelques-uns ». Moi, j'ai des souvenirs personnels de la situation antérieure, bien antérieure. Quand j'étais tout petit et que je voyageais avec mes parents en voiture, il n'était pas inconnu pour nous de passer une demi-heure ou 45 minutes au passage d'une frontière, par exemple, entre la Belgique et la France. Il y avait un no man's land, il y avait un triptyque de carnets de passage en douane, les douaniers vérifiaient le contenu du coffre, des valises, et puis la police de l'air et des frontières vérifiait également l'identité de chacun. Et au fond, aujourd'hui, les gens qui passent les frontières, tout à fait naturellement, n'ont pas une pensée pour Schengen, sauf qu'ici, on se souvient très bien, je pense, de l'importance de la chose. Et aujourd'hui, Schengen est entré dans le jargon communautaire. Et je suis persuadé que beaucoup de gens ne savent pas à quoi Schengen doit son nom. Au moment où nous parle là, nous parlons entre nous, je vois passer des voitures sur le pont derrière vous, le pont sur la Moselle entre l'Allemagne et le Luxembourg. Il n'y a plus aucun officiel, pas d'uniforme en vue, les voitures, les camionnettes passent sans transition. Ce n'est pas la fin des douaniers. On a cru à l'époque, effectivement, qu'une profession allait disparaître. C'était faux, c'était résumer et réduire la mission des douanes à ce seul contrôle des marchandises aux frontières internes de l'Union. En réalité, les douanes dans tous les pays d'Europe se sont développées dans d'autres activités qui sont tout aussi utiles, plus utiles probablement d'ailleurs, notamment en matière de lutte contre la contrefaçon, lutte contre la contrebande. C'est l'ouverture des frontières pour les citoyens. C'est cette zone qu'on appellera par la suite un espace de sécurité, de justice, de liberté, sans laquelle la construction européenne n'a aucun sens. C'est ça qui est important de voir. Schengen est un pas important, même s'il a paru modeste au départ, un pas
important en avant dans la prise de conscience des citoyens européens de la réalité de la construction européenne. Je crois qu'il y a des moments dans la construction européenne où il y a une vision, où on travaille à des choses importantes. Je songe par exemple aux 10 années de Jacques Delors à la tête de la Commission européenne. Mais il y a des moments aussi où il faut digérer. Des moments aussi où il faut mettre en vigueur les idées que l'on a eues, faire en sorte qu'elles soient appliquées partout dans l'Union européenne, que ceux qui ont la charge d'appliquer ces dispositions nouvelles soient bien au courant de leur mission. Et ça prend du temps. Donc, il y a effectivement des moments forts et des moments où l'on met en œuvre. Ça n'est pas anormal. Il n'est pas souhaitable non plus que la construction européenne soit une fuite en avant perpétuelle vers un objectif sans cesse changeant et dont beaucoup de gens préfèrent ne pas trop rendre précise la nature. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait ce refus. Et de toute manière, un État qui, de propos délibérés, volontairement, met en commun une partie de ses prérogatives avec ses voisins, ne perd pas son indépendance ni sa capacité d'intervention. Elle exerce effectivement sa puissance. Et Schengen, comme toutes les autres avancées de la construction européenne, ce sont des encliquetages sur lesquels on ne reviendra pas.